Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow qui vient de passer à l'instant de recherche et d'achat au neutral. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas pu faire de live hier soir, ma connexion internet ne s'arrange pas. Pour vous dire, hier j'étais prête à prendre un abonnement Starlink, mais ils n'ont plus le droit d'utiliser les ondes en France. Donc voilà, obligé de supporter un réseau en Edge. Je vais donc reporter tous les tirages au sort pour que l'on puisse profiter de ce moment convivial, sans coupure et sereinement. Je suis vraiment désolée pour ces contretemps. Je suis frustrée de devoir ralentir tout ça à cause d'un réseau internet qui date de Louis XVI. Mais bon, chez Zap Crypto, on recule pour mieux. Exactement, pour mieux sauter. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zappy Zapette. À demain pour un nouveau Zap Crypto. On va faire le point sur l'actualité et sur le profit warning de Snap. Alors Snap est une application internet pour communiquer, envoyer ses petits visages avec en forme de chien, de chat, voilà le genre d'application web et de société cotée qui vaut plusieurs milliards, où on se dit que 50 000 ans de civilisation ont permis d'obtenir cela, et que vraiment nous méritons notre place dans l'univers grâce à l'application Snap. Ouais, vraiment, c'est beau. Alors le BTC USD en mensuel, comme vous pouvez le voir, le problème c'est que on a cassé la Kijun mensuelle, hein. Nous sommes au mois de mai, donc le mois d'avril on était resté au-dessus, et le mois de mai on l'a cassé. C'est pas un scoop, hein, c'est ma droite violette qu'on voit sur tous mes graphiques, donc il y a deux niveaux, hein, ils sont bien notés sur mes graphiques journaliers, et on l'a cassé. Donc l'idée est de dire, on a eu une cassure ce mois-ci. Est-ce que le mois suivant, on fait le test de cassure, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir sur les 36 000, on va dire, pour repartir à la baisse, ou alors on revient sur les 36 000 et la baisse est terminée et on repart à la hausse. Ça, c'est un petit peu l'idée. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas la réponse, hein. Donc n'attendez pas de moi que je vous dise ça va monter ou ça va baisser, je n'en sais strictement rien. Ce que je vois, c'est que pour le moment, on est en train de remonter, péniblement, mais on remonte quand même un peu. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, la clé, je veux dire, de l'évolution du Bitcoin, elle est là, elle est avec cette Kijun mensuelle, je n'arrête pas de le répéter, voilà, j'enfonce le clou. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que si on venait à enfoncer, c'est-à-dire on faisait un test de cassure et qu'il soit validé, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas au-dessus, donc genre en mois de juin, par exemple, on ne repasse pas au-dessus du niveau des 36 000, à ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse, et repartir à la baisse, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, le seuil après c'est 10 400. On va aller jeter un œil à Ichimoku. Donc on va commencer par le daily. Hop, on va même faire ça, voilà. Donc, alors, non, d'abord comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On est en train de travailler la Tenkan, mais vous savez que moi, la Tenkan, je m'en occupe quasiment jamais, parce que c'est vraiment un indicateur très faible, alors surtout pas en daily, à la rigueur en weekly, à la rigueur, à partir du weekly, je commence à m'intéresser, mais c'est beaucoup trop faible, elle donne beaucoup trop de faux signaux, donc la Tenkan en bleu, je m'en intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Kijun. Voilà, donc la Kijun, elle est au niveau des 32 900, allez, on va l'arrondir à 33 000 $. Donc, premier niveau important à surveiller, c'est aux environs des 33 000 $. Et ce sera plutôt bullish si on casse les 33 000 $ par rapport à Ichimoku. Ensuite, si on casse ce niveau, la théorie veut qu'on se dirigerait vers le nuage. Et alors, tout dépend combien de temps ça prend, mais grosso modo, ça se situerait entre les 36 000 et les 38 000 $. Donc, encore une fois, aux alentours de notre fameux gap. On peut voir qu'au niveau du Bitcoin, on est en train de, on va dire, de gérer la zone un peu, on va dire, anti-bear market. Pour moi, aux alentours des 29, 30 000, voire 28 000, on va dire qu'on a déjà des clôtures qui sont pas très bonnes, et que ce qui peut nous sauver, c'est peut-être une clôture mensuelle au-delà des 30, 31 000, qui pourrait peut-être nous laisser dans cette espèce de gros range qu'on a depuis une année, et peut-être nous faire repartir vers, on va dire, un nouveau bull market. Après, autre chose qui est à regarder aussi, ce sont les différents halvings. Les halvings, c'est le moment où la récompense des mineurs est divisée par deux, et c'est souvent, enfin, depuis le début de la création du Bitcoin, ce qui va rythmer les cycles du Bitcoin. On voit qu'au niveau du halving, on est souvent proche d'un point bas, qu'ensuite on a une période de montée, une période de bear market, et qu'on repart un petit peu comme ça tout le temps. Là, le prochain
halving, comme vous pouvez le voir ici, se situe aux alentours de fin mars. On a ici le site Buy Bitcoin Worldwide qui permet de savoir que dans 618 jours, ce sera le prochain halving. Normalement, le prochain halving lance le début du prochain cycle. Donc là, ce serait pas fou de réavoir une période de hausse avant un bear market, au vu en tout cas de l'événement sur lequel on se place actuellement. Prenons le recul du long terme. Vous avez sous les yeux un graphique du Bitcoin All-Time History Index en bougie japonaise mensuelle sur une échelle logarithmique. Tout est là depuis 12 ans. Tout est là. Est-ce que par le passé, nous sommes déjà revenus au contact de l'ancien record historique? Regardons cela ensemble. Impulsion haussière de quelques centimes à 30 $. Nous ne sommes pas revenus. Impulsion haussière jusqu'à 1000 $. Nous ne sommes pas revenus dans la phase de pause à l'ancien record historique. Impulsion haussière, consolidation, nous ne sommes pas revenus à l'ancien record historique. Impulsion haussière, et là, du coup, nous ne sommes pas revenus à l'ancien record historique, les fameux 20 000 $. Est-ce que ce schéma peut se répéter? Alors me direz-vous, bon, en statistique, il faut des occurrences pour que cela soit valable. Oui, c'est vrai, c'est pas parce que 3 fois dans le passé on y est parvenu qu'on ne va pas y revenir. Je vous l'accorde. D'ailleurs, regardons les retracements de Fibonacci. Le premier marché aussi avait été retracé à hauteur de environ 30%. Ensuite, le second a été retracé à hauteur de, pareil, un peu moins de 30%, mais pas les 38,2. Ensuite, ce grand marché à pile poil 38,2. Pile poil 38,2. Et maintenant, eh bien maintenant, incroyable, les 38,2 sont 21 000 $. Mais, dans le passé, par 3 fois, le marché n'a pas fait 38,2 et il l'a fait une fois. C'était après les 80% de baisse de 2018. Maintenant, si on vient ici à avoir une réaction acheteuse enfin et qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité, alors à ce moment-là, on viendra valider le double bottom et la divergence haussière qui pourrait nous permettre d'avoir une relance assez importante. Donc là encore, un très très bon signal sur le MACD. Les liquidités acheteuses sont totalement absorbées. La smart money est vraiment ici en train d'essayer de chercher des positions d'achat. Et si on regarde de manière plus long terme, j'ai envie de dire, on voit qu'en réalité, on est simplement ici dans ce range. On n'a pas ici de cassure de borne basse. On n'a pas eu ici de cassure de borne haute. Donc la borne haute est actuellement entre les 67 000 $ et les 64 000 $ et la borne basse est actuellement entre les 30 480 et les 28 788 $. Tant qu'on ne trouve pas de clôture en dessous de la borne basse, alors à ce moment-là, il n'y aura pas d'invalidation et on continue ce scénario qui est la consolidation et donc on pourrait cette fois-ci trouver rebond pour essayer de revenir chercher la borne haute. Et tant qu'on ne vient pas casser la borne haute, alors même si on trouve rebond ici, eh bien malheureusement, on pourrait très bien revenir chercher cette borne haute et se faire rejeter pour revenir chercher la borne basse. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de décision. En weekly, on voit qu'on a une énorme consolidation. Le volume, en plus de ça, confirme totalement cette consolidation puisqu'on a un volume qui est totalement décroissant sur toute cette phase. Et vous le savez, lorsqu'on a une phase de consolidation, il est tout à fait normal que les volumes commencent à être de plus en plus faibles étant donné que les investisseurs ici ne sont pas euphoriques. Donc il y a simplement soit les hodlers qui sont présents, soit les institutionnels qui essayent de retrouver les positions d'achat les plus intéressantes possibles, notamment ici on le voit sur la borne basse. Si on regarde maintenant du côté du ratio long short en weekly, on est quasiment essoufflé. Ça fait vraiment très très longtemps qu'on n'était pas essoufflé. La dernière fois était en décembre 2018. Donc ça fait vraiment très longtemps que nous n'avions pas autant soufflé sur nos indicateurs de momentum qui nous montrent quoi? Ce qui nous montre simplement que les acheteurs sont en train de totalement récupérer de la force et que là, actuellement, les vendeurs sont en train de s'essouffler puisqu'on est pratiquement ici dans la zone de survente weekly. Est-ce que l'argent rentre dans les assets à risque ou non? Parce qu'en fait, il faut se dire que c'est un peu comme une pyramide. Donc tout en haut de la pyramide, vous avez les indices US, donc du côté des assets à risque, donc ce qu'on appelle les risk-on, donc indices US. Vous avez en dessous les stocks, donc les stocks qui vont capitaliser les indices. Donc l'argent re-rentre d'abord dans les indices et les stocks. Ensuite, vous avez en dessous de cette pyramide ce qu'on appelle les penny stocks, donc en gros les petites actions. Ok. Donc par exemple, nous, dans notre cas, au niveau des crypto-monnaies, ça serait donc en gros indice Bitcoin, stocks, les grosses altcoins,
je mets pas Ethereum dans le lot d'une altcoin, certains disent c'est une alt, d'autres non, moi perso je m'en fous. Donc on peut mettre Ethereum dans les stocks avec BNB machin, et en dessous, bon, les petites actions, on pourrait dire que c'est les petites alts, donc en gros les GRT, les GMT, des trucs comme ça. Et en dessous, vous avez encore des plus petites actions, donc on pourrait dire que ça c'est vraiment les petites altcoins sur Gate.io, Yobi, etc., etc. Donc, vu qu'on est dans un environnement où l'argent sort des assets à risque, bah, va falloir attendre qu'ils reviennent dans les assets à risque. Et donc la pyramide, c'est d'abord indice, US, stocks, petites actions, encore plus petites actions, mais je ne vais pas le noter. Et derrière, vous avez les crypto-monnaies. Donc le king, bien évidemment, Bitcoin, hein. On a BTC, donc pour la crypto, ok. Peut-être avec Ethereum, mais je pense que BTC est privilégié, donc hop, Ethereum un petit peu derrière. Vous avez en gros tout ce qui est top 10, top 20, je pense. Donc on va écrire les top 20. Et en dessous, vous avez les plus petites actions. Donc là, vraiment, on va dire les altcoins plus petites. Donc voilà comment l'argent rentre dans les assets à risque. Donc tant que ça rentre pas dans les indices et les stocks, comment on va pousser le marché crypto? C'est ça le truc. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ce bordel, on a les long shorts qui sont nouveaux séparés ici. J'allais faire la fête, j'allais ouvrir la bouteille de champagne parce que ça allait se croiser ici et puis bah non, ça s'est pas croisé. On s'est nouveau séparé ici long short. Et tant que c'est séparé, bah c'est pas très bon signe sur le moyen long terme, voilà. On a le funding rate qui est légèrement dans le négatif actuellement, il était très dans le négatif hier, mais là ça se rapproche du neutral. Par contre, chose très étrange, les spots continuent d'accumuler depuis ce bottom ici. C'est descendu légèrement hier soir durant ce mini crash là, et ils ont vendu légèrement, mais c'est tout. Pas de panic sell chez les spots. Et je vous rappelle que les spots en général ils sont là pour du moyen long terme, pas pour du court terme comme les futurs ou les perpétuels. Où va-t-on aller chercher les 20 000 $, l'ex-ATH, ce qui n'a jamais été fait dans le passé, mais qui correspond à un 38,2% de retracement qui a déjà été fait ici. Bon. Et qui en plus correspondrait à cette ligne de tendance qui n'est pas tracée n'importe comment, mais qui joint les cours de clôture, qui est, dans toutes les représentations graphiques, la plus importante. C'est la question à 1 million de $. 25 000 versus 20 000. Et d'autres prix circulent. Les 14 000 $, oui, c'est ce niveau horizontal. Très bien. 10 000 circulent, c'est le chiffre rond. 3 600 $ circulent, c'est ici. Mais c'est pas sérieux. Revenir à 3 600 pour moi, c'est revenir à zéro. Imaginez une donnée fondamentale qui ramène le Bitcoin sous les 10 000 $. Ce serait une donnée fondamentale archi négative, peut-être une interdiction au niveau de la régulation. Dans ces cas-là, si ça doit valoir 3000, ça vaut 0. Enfin, ce n'est que mon humble opinion. Donc, ce qui pour moi me semble probable, c'est que le point bas, car oui, je pense toujours que d'ici 2023, la fin de l'année, nous irons à 80 000 et 100 000. Guggenheim Partners, c'est un fonds d'investissement qui gère plus de 325 milliards de $. C'est une société avec plus de 2400 employés, donc c'est pas un petit fonds. Et en fait, le directeur de l'investissement de Guggenheim, qui s'appelle Scott Minerd de mémoire, et ben il a fait une prédiction. Attendez, je vous la montre là. Il a dit que le Bitcoin pourrait passer en fait à 8 000 $, soit une baisse de plus de 70% par rapport au cours actuel. Donc ceux qui disent on est en bear market, Scott Minerd dit non, vous avez encore rien vu. Ça serait vraiment une chute énorme. Il donne pas forcément d'explication. Voilà, il dit si jamais quand on passe en dessous de 30 000 $, le prochain seuil c'est 8 000 $. Donc bon, c'est un avis on va dire personnel. Je sais pas ce que vous en pensez vous, jusqu'où le Bitcoin pourrait descendre. Mais en tout cas, Scott Minerd qui a fait cette déclaration, eh ben, c'est quelqu'un qui a tendance à faire des déclarations un peu dans tous les sens concernant le Bitcoin. Je vous ai ressorti cet article d'octobre 2021 qui parlait en fait de Scott Minerd. Scott Minerd avait prédit un Bitcoin à 15 000 $, ensuite il avait prédit un Bitcoin à 400 000 $, et après il avait dit c'est bon, j'arrête avec les prédictions du Bitcoin, j'arrête avec le Bitcoin, et finalement il revient. Donc il avait même prédit, je crois, il avait même prédit en février de l'année d'avant que le Bitcoin pouvait atteindre 600 000 $. Donc vraiment, il a l'habitude de faire des prédictions assez fantaisistes. Donc c'est juste pour vous mettre en garde sur les diverses prédictions que vous voyez un peu partout. Les gens, ils ont tendance à changer leurs prédictions en fonction du marché. Quand c'est en baisse, ça peut chuter encore plus. Quand c'est en hausse, ça peut monter encore plus.
Donc voilà, attention à ces prédictions. Je pense pas que honnêtement, moi je donne pas beaucoup de crédit à ce type de prédiction. Et on commence directement par le patron des grands patrons, donc le dollar, donc le DXY. Donc là, vous tapez DXY et vous avez directement l'indice du dollar sur TradingView. Donc là, c'est un graphique que j'ai fait déjà il y a un petit moment. Et donc là, c'est en fait une bougie est égale 1 mois. Donc là, c'est du très très long terme. Hein. Donc là, vous voyez, là, c'est même début 2017, fin 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois que le donc dollar baisse, le Bitcoin, en fait, lui, dans l'autre sens, monte. Donc en fait, c'est à chaque fois comme ça. Dès qu'on réinjecte les liquidités dans le dollar, donc dans les risques off, et bien automatiquement les risques on descendent. Les risques on, c'est des actifs risqués, et les risques off, c'est les actifs qui ne sont pas risqués. Comme par exemple, donc là on a parlé du dollar, mais on peut parler de l'or aussi, que vous connaissez tous très bien. Bon voilà, là c'était la petite update. Donc là, on a fait une, après le bull run de 2020-2021, on a fait une accélération haussière du dollar, donc les crypto-monnaies, les actions, tout a chuté. C'est juste logique. Et là, en fait, donc là, vous voyez une grosse résistance. Donc ça, c'est la box en blanc. Et à chaque fois que le dollar vient ici, directement, le cours est rejeté. Donc là, on est en train de faire une troisième fois la même pattern. Donc c'est pour le moment très bullish. Bullish, ça veut dire que voilà, là, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc tout le monde a eu un petit peu peur, même moi. Quand on est passé au-dessus, je me suis dit, vite, dépêchez-vous à commencer à réinjecter dans les risques on, parce que sinon, on va clôturer au-dessus. Et là, par contre, on va peut-être faire un break aussi assez violent. Et après, on aurait eu un bear market de plusieurs années donc sur tous les indices, sur tous les marchés. Donc là, on a été fortement rejeté. Bonne news. Donc maintenant, à voir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau temporalité, si on va avoir une accélération haussière sur les risques on dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Mais bon, en tout cas, c'est pour la première fois une bonne nouvelle. Parce que là, on avait fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, ça fait pas longtemps qu'on est dans le rouge, hein, mais on est en train de faire un 5e mois haussier. Et en plus, les seules fois où on était dans le rouge, on était baissier, c'était de pas beaucoup, c'était juste des petites pauses. Ou sinon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 1 an de hausse, 1 an de, pas de stress, mais 1 an où on allait dans le mauvais sens. Donc voilà, donc là, c'était la bonne news. Allez. Honnêtement, je suis très étonné de regarder ça. Je vous le partage, je ne l'avais pas vu, en fait, je l'ai regardé juste ce matin, je me suis dit, il y a quand même un truc qui est en train de se passer dans l'histoire, mais on ne peut pas faire mieux, en fait. Pile le premier arrêt, découverte de prix. J'ai envie presque de faire une minute de silence. Pourquoi j'ai envie de faire une minute de silence? Parce que si on vient par rapport à la précédente structure, donc on pourrait potentiellement la prendre ici, hein, la précédente structure au niveau du S&P 500, pardon, on vient, mais c'est incroyable à quel point on vient sur le 382, derrière on fait un nouveau sommet. On revient à ce qui se passe actuellement. Par rapport à la précédente structure, potentiellement, éventuellement, le crack Covid, on aurait pu le prendre ici. On est exactement venu sur le premier arrêt au niveau du S&P 500 à l'heure où je vous parle et on est en train de rebondir. Est-ce qu'on n'a pas encore fait, potentiellement, un bottom de marché, découverte de prix, crash derrière? Fameuse récession, dépression, etc. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs informations qui sont très intéressantes. La première information, c'est États-Unis, Joe Biden érige la lutte contre l'inflation au rang de grande priorité nationale. Bon, j'imagine que dans les années 70, potentiellement, on reprendra éventuellement ces informations, mais je pense que ici, le gouvernement a décidé de mettre au rang de risque national ou tout ce que vous voulez, le risque d'inflation. On venait de prendre une sacrée poussée quand même, mais on prend exactement la même poussée pour le coup. Donc derrière, on prend en fait des mesures collectives drastiques urgentes, on prend des mesures correctives drastiques urgentes, mais on se fait dépasser. Ok? Très importante. Cette information, pour moi, est très importante. Potentiellement une fractale qui pourrait se reproduire, ni plus ni moins. Ça, c'est la première chose. En plus de ça, on a la Fed qui arrête pas de nous menacer qu'ils veulent arrêter l'argent facile. Et on sait que l'argent facile, c'est ça qui a fait que le marché des actions, les crypto-monnaies, les technologies arrêtent pas de monter. On a la guerre qui continue. On a une crise d'énergie. En plus, maintenant, on a une crise de nourriture que je vous parle depuis des mois qui va arriver aussi. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une inflation grandissante sur toutes les devises. Donc, sérieusement, d'une perspective macroéconomique, c'est affreux ce qui se passe en ce moment. Et tant et aussi longtemps que la Fed va pas recommencer à imprimer de l'argent, les marchés vont continuer de descendre. C'est aussi simple que ça. Donc, le secret d'un marché haussier, retenez ça dans votre tête, c'est qu'il faut que la Fed imprime de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça parce que depuis l'avènement en 2008 des quantitative easing, la seule chose qui pousse le marché à aller plus haut,
c'est l'impression monétaire. Et pourquoi j'ai pas vu la dernière baisse? Parce que ça a été long avant que mon cerveau réussisse à capter une chose, là. C'est que depuis des années, on doit prendre chaque information que la Fed nous donne et faire exactement le contraire de ce qu'elle nous dit. Parce que la Fed nous disait toujours qu'elle allait arrêter l'impression monétaire. Et ça a jamais été le cas. Comme on voit sur le graphique ici, on voit le M2 Money Supply qui est en augmentation exponentielle depuis des années, alors que la Fed n'arrête pas de nous dire qu'ils vont arrêter d'imprimer de l'argent. Donc depuis des années, mon cerveau est conditionné à faire exactement et à comprendre exactement le contraire de ce que la Fed va nous dire, ce que les politiciens vont nous dire. Et là, tout à coup, mais là c'est vrai, la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt, même si c'est des augmentations dérisoires qui changent absolument rien à l'inflation, ben ça fait en sorte que le marché a peur parce que là, les dirigeants de la Fed menacent sans arrêt qu'ils vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt et commencer à vendre les actifs qu'ils ont achetés avec de l'argent facile. Ce qui causerait une pression à la baisse énorme, encore plus que ce qu'on voit en ce moment sur les actifs à risque. Et honnêtement, avec le climat géopolitique qu'on voit, selon moi, c'est une question de temps avant que la Fed recommence à imprimer de l'argent de façon formelle, mais possiblement une question de mois. Donc pour les prochains mois, on risque d'avoir un marché très volatile, qui a des hauts et des bas, mais qui a une tendance baissière. Et la dernière nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que le responsable politique de la Fed, il s'agit du président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, il a dit qu'il pensait qu'il y aurait une pause en septembre. Et c'est... genre, il semblerait en fait assez probable que ça n'arrive réellement. Et la pause à laquelle il fait allusion concerne bien sûr l'augmentation des taux d'intérêt. Alors il dit « Je suis un optimiste et je suppose que l'inflation aura définitivement commencé à baisser d'ici là. » Alors peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qu'il commence peut-être à diminuer les taux en fait, ou du moins à ne plus les augmenter en septembre, ce serait cool. Tout ça pourrait donc ramener pas mal de confiance sur les marchés traditionnels ainsi que les cryptos par la suite, et donc on pourrait repartir à la hausse. Et le dollar reste tout simplement le dominateur. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le dollar va pouvoir rester ainsi? Et moi, j'ai deux gros doutes. Certes, aujourd'hui, c'est simple. Tous les actifs, tous les contrats à court terme, toutes les énergies, les matières, etc., sont indexés au dollar. Et ça, c'est incontestable aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a plus le dollar, tout simplement, on ne peut plus aller acheter un steak au supermarché. Et si certains disent que le dollar risque de partir à cause du fait qu'ils font tourner la planche à billets, ils l'ont toujours fait tourner, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, par contre, c'est plutôt un élément précis qui me fait dire que le dollar va bientôt mourir, au même titre que la livre sterling pendant 14 et 44. C'est le fait de faire tourner la planche à sanctions. Si le dollar est évidemment la monnaie aujourd'hui de l'échange international, même si c'est pas du tout le début, le dollar devient de plus en plus une arme redoutable pour faire payer un certain nombre de pays qui seraient hostiles ou qui voudraient pas rester dans la bonne ligne. Et ça, quand il y a un pays qui se fait sanctionner par-ci par-là, ça changera pas l'ordre international, bien évidemment. Mais quand ce dollar commence à être utilisé pour plein de pays, bam, on va bloquer le Venezuela, bam, on va bloquer les Russes, bam, on va bloquer la Corée du Nord, etc., et bam, on va aussi menacer la Chine, qui est quand même officiellement la deuxième puissance mondiale, même si elle rencontre des difficultés aujourd'hui. C'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse et qui va amener évidemment l'ensemble de ces pays à trouver une alternative. Et la dernière fois que c'est arrivé, ça a fini par arriver. C'était la livre sterling, et ben le dollar risque de vivre la même chose. Alors à l'époque ça a duré 30 ans, mais là vu à la vitesse où on fait tomber les sanctions, on bloque les comptes, on gèle les avoirs, etc., on voit clairement que le dollar devient presque plus une arme qu'une monnaie. Et ça faut pas se leurrer, plus il y aura de victimes de ces agissements, et plus forcément ça va accélérer la désadoption du dollar. Autre chose intéressante ici, le USDT, donc c'est le vert, il y a eu pas mal de burn durant ces derniers jours, donc énorme burn historique, parce que là, on n'a jamais eu des burns comme ça. On se demande pourquoi, d'accord, j'ai dit il y a 1 ou 2 semaines que, attention, USDT est dangereux, là c'est en train de se faire burner, alors que le USDT et le BUSD sont en train ils continuent de monter doucement mais sûrement. Attention, hors de sécurité pour moi, c'est d'abord le BUSD qui est le plus sécurisé, selon moi, après c'est le USDC, USDC est basé sur Coinbase qui a un risque de faillite en ce moment. Voilà pourquoi il est moins sécurisé selon moi que le BUSD. Et ensuite, on a le USDT qui met des dollars en circulation qui n'existent même pas. Donc, filez le USDT tant que vous le pouvez, tant qu'il n'est pas trop tard. Utilisez ça uniquement pour faire du trading, du futur. Mais dès que vous avez l'occasion, convertissez en BUSD. Une fois de plus, c'est pas un conseil en investissement. Faites ce que vous voulez. Autre information, c'est la banque, la Fed aux États-Unis, donc la banque centrale américaine, qui vient de révéler dans une étude qu'il y a plus de 12% des adultes américains qui auraient possédé de la crypto en 2021.
12%, c'est vraiment énorme. Je m'attendais pas à ce chiffre, en fait, à ce nombre. En France, aux dernières études, on était à peu près 8%, donc ils sont devant les États-Unis. Et en fait, 12%, c'est quand même beaucoup. On peut plus dire que c'est quelque chose de confidentiel. Hein. Il y a 12%, c'est assez énorme. Les personnes qui possèdent ces cryptos, c'est principalement des gens enfin 46% en tout cas, c'est des gens qui gagnent plus de 100 000 $ par an. Donc voilà, c'est des gens qui ont un certain niveau de rentrée d'argent. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que, ok, quand on voit qu'il y a que 11%, on se dit qu'il y a potentiellement encore un très très gros potentiel, que ça peut faire un x3, x4, x5, x6, x7. Je ne sais pas si on va atteindre 100% un jour, mais c'est peut-être aussi une indication qu'on commence à atteindre une taille critique. Quand on voit que 12% des gens ont de la crypto-monnaie, c'est difficile de se dire que, avec en tout cas le fonctionnement actuel, avec les innovations actuelles, on puisse faire encore un x100 sur les cryptos. Je pense qu'il y aura d'autres innovations qui vont nous amener vers ce niveau dans plusieurs années, voire dizaines d'années. Mais à ce stade, c'est difficile de voir comment on pourra encore fortement augmenter. Quand je dis fortement, c'est pas un x10, c'est vraiment 2 ordres de grandeur de plus, quoi. Donc, à suivre maintenant, est-ce que dans le bear market, est-ce qu'avec cette chute, ça va rester à ce niveau-là ou en 2022, les chiffres seront beaucoup moins élevés? Je pense que ça va baisser. Les gens, ils ont tendance à vendre dans le bear et ne pas garder leur crypto-monnaie. Et je pense que ce chiffre, si ça continue comme ça, il devrait baisser, en tout cas temporairement. Je prends une petite news, Buffett n'avait plus autant acheté en bourse depuis 2008. Ça, c'est super intéressant. En somme, le bonhomme, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé par rapport au crack Covid, et que si jamais, en fait, ça sentait le roussi au niveau des marchés financiers, l'État ferait toujours la même chose, et notamment aux États-Unis, il soutiendrait les marchés financiers. Ça le fait depuis 2008, je vois pas pourquoi ça le ferait pas maintenant, en tout cas, lui le pense. Dès lors, il est en train de réinvestir de façon massive, à la fois dans Apple, à la fois dans des valeurs technologiques, à la fois dans des bancaires, à la fois dans à peu près partout, beaucoup aussi dans des pétrolières, notamment en Arabie Saoudite. Bref, Warren Buffett n'avait pas autant acheté depuis 2008. Ça, c'est une première chose. Alors, beaucoup vous diront, et beaucoup d'économistes vous diront, que Warren Buffett, quand il investit, il peut perdre de l'argent pendant 10 ans. Oui, mais en même temps, Warren Buffett, ni moi, ni lui, ne connaissons l'avenir et ni personne. Ça, c'est la réalité. Par contre, on peut potentiellement se dire que beaucoup de personnes sur la planète suivent en réalité ces investissements, mais en copier-coller. Et c'est des centaines de milliers de personnes qui font ça. Donc, potentiellement, ça pourrait faire ce qu'on appelle des providences autorisatrices, parce que comme il investit dans ce truc-là, automatiquement ça monte, parce que tout le monde dit « Oh, si Warren Buffett investit là-dedans, c'est que c'est bon, il faut y aller. » Ok, intéressant. Mais moi, j'ai pas envie de vous emmener sur ce terrain-là, j'ai envie de vous amener différemment sur un autre terrain pour en fait parler de ce qui nous intéresse, et notamment les crypto-monnaies, Bitcoin. Rappelez-vous Citigroup. Bon, ça prend 10%, etc. Citigroup dopé par Warren Buffett. En somme, il investit. C'est très important ce que je vais vous dire parce qu'il s'était désengagé en fait des bancaires, notamment de Goldman Sachs, notamment de JP Morgan, pendant le crack Covid. Rappelez-vous, reprenez un petit peu avant, et je trouvais ça très intéressant de vous en parler, il s'était désengagé de façon assez soutenue des valeurs bancaires, il n'y croyait plus. Il investit 3 milliards de dollars dans Citigroup. C'est marqué juste ici, un nouveau pari à 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, Warren Buffett, son fonds, Berkshire Hathaway, c'est 300 milliards de dollars. En somme, il investit 1% de son portefeuille. Vous savez, c'est un petit peu un roi du Bitcoin, Warren Buffett. On ne met jamais plus de 1,5% de son portefeuille d'actifs dans une idée d'investissement. Bravo, 1%. Mais en fait, ce qu'on a du mal à comprendre et ce qu'on a du mal à croire, mais en fait, Citigroup, malgré que ce soit une banque systémique, une jolie banque, tout ce que vous voulez, plein de croissance, etc., ça dope, machin. En fait, Citigroup, c'est un maximaliste Bitcoin. Ils sont chauds patates sur le Bitcoin. Je vous le dis. De même, face à l'essor de la plateforme de trading crypto-monnaie, notamment du géant Goldman, Robinhood et encore Revolut, etc., depuis mars 2021, Goldman Sachs propose par exemple des contrats futurs dans le Bitcoin, machin, etc., qui permet aux clients de se prononcer sur le prix du Bitcoin, notamment sur les contrats futurs. 2 autres banques américaines sont bien parties pour aussi proposer ce type de service, Bank of America et Citigroup. Ok. En somme, Warren Buffett est en train de mettre 1% de son capital d'investissement, 3 milliards de dollars, dans une banque qui est un petit peu friendly crypto. On débute les actualités du lundi avec le hack dont tout le monde parle aujourd'hui, et pour cause, il s'agit de l'artiste le plus populaire du secteur NFT qui a été victime d'une attaque.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, Mike Winkelmann, connu sous le pseudonyme de Beeple, est un artiste qui faisait de l'art numérique bien avant l'arrivée des NFT, et c'est avec l'arrivée de l'authentification des œuvres numériques qu'il a explosé auprès du grand public, et il est particulièrement connu pour réaliser des œuvres engagées politiquement, et pour avoir vendu le NFT le plus cher à ce jour, et qui est un collage de 5000 de ses œuvres, et qui s'est vendu pour 69,3 millions de dollars. Et donc hier, cet artiste a eu son compte Twitter qui a été hacké, et les attaquants ont profité d'avoir le contrôle de son compte pour afficher une participation à une tombola pour remporter des NFT qui auraient été réalisés par Beeple en collaboration avec Louis Vuitton. Et bien sûr, le lien menait à une adresse de phishing qui vidait les wallets, et dans l'opération, les hackers ont posté 2 liens et le total de la somme ramassée par les attaquants s'élève à 438 000 $ en ETH, en Wrapped ETH et divers NFT. Et après un petit moment, Beeple a fini par reprendre le contrôle de son compte. Il a effectivement confirmé qu'il s'agissait d'un scam, et il a rappelé que tout ce qui semble beaucoup trop beau pour être vrai dans l'univers crypto est un scam. Ensuite, on a une petite news assez cool du côté de Balenciaga, qui est une marque de vêtements, de chaussures, c'est un peu de différentes choses. Et ils acceptent du coup le Bitcoin comme moyen de paiement dans différents magasins. Donc très cool, et j'espère qu'il y aura d'autres marques qui suivront derrière. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, en Russie, on a une ferme de minage illégale qui a été découverte dans la plus vieille prison du pays, qui fonctionnait sur l'électricité payée par le gouvernement, et cerise sur le gâteau, la ferme était gérée par un des directeurs adjoints de la prison, qui est désormais entendu par les autorités. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.